Bonjour Christophe Langlois. Bonjour Michel Mouestin. On parle vrai avec qui ce matin? Avec Olivier Servat, il est député de la première circonscription et du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Et il fait feu de tout bois, on va lui demander pourquoi en ce moment. Bonjour Olivier Servat. Bonjour Monsieur Langlois, bonjour auditeurs d'SCI. Et avant de commencer, permettez-moi de saluer tous ceux qui se lèvent tôt et qui font du sport tôt, et notamment le club des Guépards aux Abîmes. Ah ben le message est passé en tout cas, on aura bien compris. Décidément, vous êtes partout, vous êtes en campagne Olivier Servat. Ah oui, en campagne pour la Guadeloupe, bien évidemment, en campagne pour la France aussi. Nous avons fait deux choses avec le groupe Liberté Indépendant Outre-mer Territoire. Nous avons constaté que le président de la République ne veut pas écouter la volonté populaire qui s'exprime de façon simple avec les syndicats dans la rue ou dans l'hémicycle. Eh bien, nous avons ce qu'on appelle une niche parlementaire en juin et nous allons déposer une proposition de loi pour abroger l'âge de la retraite à 64 ans. Nous pensons que nous avons de belles chances d'avoir l'assentiment majoritaire. Pourquoi? La dernière fois, il a manqué 9 voix chez les Républicains, ceux-là même qui avaient voté pour, qui avaient obtenu un contrat senior et puis un index senior. Or, ces deux éléments ont été retoqués, rejetés par le Conseil constitutionnel. Donc, les Républicains... Donc, vous voulez vous engouffrer dans la brèche, en quelque sorte? On veut effectivement s'engouffrer dans la démocratie. C'est le pouvoir du peuple qui est aujourd'hui bafoué par un président qui veut enjamber la réforme, faire comme si rien ne s'était passé, comme s'il faut réformer le pays par ailleurs, alors que sur ce point-là, il y a des crispations fondamentales dans tout le pays. Il ne pourra pas ignorer la volonté populaire. Il faut qu'il lâche du lest, le président de la République? Oui, il faut qu'il écoute son peuple. Un bon chef, un bon guide, c'est quelqu'un qui sait écouter la volonté populaire. Et aujourd'hui, le président doit comprendre qu'il n'a pas la majorité, ni à l'Assemblée, ni dans la rue, ni dans les syndicats, ni dans les corps intermédiaires. Mais il a été élu démocratiquement. Bien sûr, il a été élu démocratiquement sur un programme de premier tour avec 25% des voix. Donc, vous avez au moins 75% des votants qui n'étaient pas d'accord, plus 30% d'abstentionnistes. Donc, il n'est pas majoritaire. Il n'a pas été élu parce qu'on voulait tout son programme. Il a été élu parce qu'on ne voulait pas le Rassemblement national au pouvoir. Et donc, il ne faut pas qu'il oublie ça. Et donc, c'est pour cela que notre groupe, nous déposerons cela. Et nous pensons que le 8 juin, nous vous donnons rendez-vous pour que chacun et chacune prenne ses responsabilités, et notamment la droite. Et il y aura une autre proposition de loi, on l'a bien compris, ce sera pour le mois de juin. Elle concerne, cette fois, elle est liée au style et à la texture capillaire, qui sont des problématiques largement traitées, notamment aux États-Unis ou encore en Angleterre, au Royaume-Uni. Ces dernières, vous le dites dans cette proposition de loi que vous faites avec plusieurs autres députés, dont Christian Baptiste d'ailleurs, qu'elles sont largement ignorées en France. L'objectif, c'est quoi? Il y a trop de discrimination par rapport à cela? Et oui, d'où cela est venu, et c'est important, notamment selon l'attitude de M. Langlois. Nous avons observé une décision du 23 novembre 2022 de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire privée, qui a donné finalement raison, après 10 ans, à un steward d'Air France, d'origine d'ascendance africaine, et qui avait été licencié par son employeur 10 ans auparavant parce qu'il portait des dreadlocks un peu trop longues à leur goût. Et puis, il s'est battu et il a eu gain de cause en cassation, non pas sur le principe qu'il ait le droit de porter des cheveux naturels, mais parce que les femmes avaient le droit à Air France dans leur règlement intérieur de porter des cheveux plus longs et les hommes non. Donc en fait, il y a un vide juridique parce qu'il a gagné sur la non-discrimination homme-femme, alors que nous avons fait des recherches et il y a 3 éléments importants à retenir. Vous avez fait référence à des études des États-Unis et de Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, on peut faire des études ethniques, contrairement à la France. Eh bien, on observe 3 choses. La première, c'est que le cheveu fait partie de l'être et l'être fait partie de l'estime de soi. Quand on vous oblige à aplatir, cacher, camoufler vos cheveux, c'est comme si on vous demandait de vous aplatir dans votre personnalité, et ça joue sur l'estime de soi. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, et c'est peut-être le plus grave, lorsque l'on utilise des produits chimiques pour permanenter, défriser les cheveux, il est prouvé par une étude que les femmes ont 3 fois plus de chances d'avoir un cancer du col de l'utérus et 3 fois plus de chances d'avoir des fibromes. Alors donc, en termes de santé publique, ça ne peut pas durer. Et enfin, aujourd'hui, il y a une discrimination très clairement à l'embauche. Tenez-vous bien, ce n'est pas qu'une loi ethnique que pour les Noirs, parce que cette même étude prouve que 1/3 des femmes blondes se teignent en brune lorsqu'elles vont en entretien d'embauche parce
qu'elles veulent apparaître comme plus intelligentes. C'est pareil pour les rousses. Et pour les femmes afrodescendantes, c'est 2 tiers qui changent de coiffure au niveau, je dirais, de la relation d'embauche. Donc ce que nous voulons, c'est une loi transpartisane. Vous avez remarqué, vous l'avez dit, qu'il y a des députés de tous bords, y compris de la majorité, qui ont déjà signé cette proposition de loi. J'ai observé que les médias nationaux et autres locaux s'y intéressent beaucoup à juste titre, parce que là, il y a un vide juridique que l'on doit combler en disant que l'on ne doit pas discriminer selon la apparence physique et notamment selon aussi la texture, la longueur, la couleur des cheveux. Et c'est pour cela que nous allons tranquillement... Alors c'est bien s'il y a une loi, maintenant comment on la fait appliquer, puisque bon après il y a le ressenti, et puis il y a le choix des patrons, des personnes qui font passer les entretiens professionnels, après c'est leur discrétion, donc à quoi ça peut servir? Très concrètement, c'est plutôt une prise de conscience que vous voulez? Oui, vous avez raison, parce qu'il y a la loi et l'application de la loi. Nous savons, les députés, nous défendons 3 grands principes: liberté, égalité, fraternité. Le législateur que je suis est là pour s'assurer que chacun et chacune aura les moyens de cette belle maxime. Donc nous donnerons au législateur le pouvoir de légiférer et ainsi après nous espérons que chacun aussi, effectivement, la prise de conscience est parfois plus longue que la loi elle-même, que par exemple pour la parité homme-femme ça n'a pas été évident, mais pourtant ça se met en place tranquillement, l'égalité des hommes et des femmes. Donc nous jouons notre rôle de pierre à l'édifice parce que c'est un sujet important qui mérite un traitement au niveau national, le pays des droits de l'homme, la France. Et il nous reste 1 minute pour parler d'un sujet tout aussi important, celui de l'avenir de la filière canne. Vous vous êtes investi dans ce dossier. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir et s'en sortir surtout par le haut? Oui, j'ai bon espoir. J'ai rencontré l'ensemble des membres de la filière. J'ai été mandaté par les 3 autres députés. J'ai été mandaté par le collectif et les jeunes agriculteurs. Nous avons échangé avec le préfet, très constructif. J'ai observé que toute la filière veut faire avancer les choses très rapidement. Nous avons une convention canne qui doit être signée pour 5 ans. Le revenu des planteurs est trop bas. Premier acquis, indiscutable. On doit l'augmenter. Ça a déjà été augmenté. Ça doit continuer. 2, et j'insiste sur ce point-là fondamentalement, le rendement à la parcelle de canne doit être augmenté. Et Jean Guadeloupe Noir, 55 tonnes à l'hectare, alors qu'à La Réunion, on est à 80 tonnes à l'hectare. Si on arrive à augmenter le revenu de 30%, tout butin réglé, le rendement sera amélioré et le revenu du planteur aussi. Mais pour cela, il ne faut pas laisser le planteur seul. Il faut lui donner de quoi agréer son sol, il faut lui donner de quoi désenrocher son sol, il faut lui donner de quoi entretenir son sol. Et je crois que là, c'est la solution. Parce que vous savez, la Solcalière, avec 14 000 hectares de terre de canne aujourd'hui, eh bien, on peut largement faire ce qu'on appelle les 700 000 tonnes de canne à Marie-Galante et en Guadeloupe, qui permettrait que chacun puisse gagner sa vie bien. Et donc là, maintenant, on doit travailler sur le long terme et on ne doit pas détourner du regard en principe CEP. On doit augmenter le rendement des parcelles de canne et on doit augmenter le rendement des planteurs. On doit aussi demander aux distilleries sur la mélasse de pouvoir payer plus. On doit demander aussi à l'usine de payer un peu plus. Et donc, nous comptons aussi sur la région et le département pour participer notamment à Marie-Galante sur la prime bagasse. Et sur le département, on a un vrai problème aussi, c'est que les parcelles sont trop petites par exploitant. On est à 4 hectares, on doit passer tranquillement à 6-8 hectares. Donc, on sait comment faire. Eh ben, et il reste à le faire. Voilà. Merci à vous, Olivier Servat. On vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été l'invité de Parlons Vrai. Merci.